L'histoire que vous allez entendre est un conte, une fresque imaginaire remplie de faits réels et des petites vérités qui font la grande histoire. Puisse-t-elle faire revivre pour vous l'épopée d'une famille, d'une bâtisse, et grâce à elle, l'histoire de notre pays et de notre terre. Je m'appelle Henriette Lebeau de la Morinière et demain, j'aurai 15 ans. Je m'appelle Henriette, Marie-Henriette pour être plus précise, et je suis née il y a 15 ans. Je suis née par le froid hiver de l'an 1880, alors que ma sœur Renée, du haut de ses 17 mois, tenait encore à peine sur ses petites jambes frêles. Renée est le portrait de maman, Mathilde Bourbon. Moi, je suis l'image vivante de papa, Georges Lebeau de la Morinière, comte et, depuis 3 ans, chevalier de la Légion d'honneur. Il sait bien, mon cher père, combien je lui ressemble, combien je le comprends. Lui, ses envies, ses passions, et en particulier sa chère maison du Boissy-Sandeau. Maison, je suis trop modeste. C'est un château que notre famille possède en Vendée. Un château que je connais si bien. Je connais chacune de ses pièces, chacun de ses recoins et surtout chaque détour de ses jardins si réputés. Ah, je l'aime tant, ma grande maison, protectrice et paisible, que j'espère qu'elle pourra toujours représenter un asile de paix pour les plus petits et les plus faibles. Pourtant, depuis des semaines, des mois même, la maison retentit de bruit et se couvre de poussière. J'ai croisé d'ailleurs le maître d'œuvre Hippolyte Auger dans la cour du château. Je sais que papa apprécie ses exécutions soignées, son goût pour le travail de la pierre. J'ai bien compris que mon père avait lancé des travaux spectaculaires dans notre grande salle à manger. Mais j'ignore vraiment ce qu'il a derrière la tête. Je crois que c'était son idée à lui, ça. Un cadeau pour mes 15 ans. Un cadeau si exceptionnel que je ne l'oublierai jamais. Ah, vous imaginez mon impatience. Je m'appelle Henriette Lebeau de la Morinière et demain, pour mes 15 ans, mon père m'a promis une surprise mémorable. À mon réveil, ce matin, je sautais du lit. Mais papa avait deviné ma hâte et il se tenait déjà devant ma porte, souriant. Il m'a murmuré. Mon Henriette, je sais qu'un jour, ces murs te reviendront. Je sais que tu les aimes, que tu aimes notre histoire, celle de notre famille, celle de notre pays. J'ai voulu t'offrir, dans notre grande salle à manger du Boissy-Sandeau, un morceau d'histoire. Et sans plus attendre, souriant d'un air entendu devant mes yeux interrogateurs, il m'a prise par la main et m'a conduite dans la grande salle à manger. Et là, que vois-je ? Devant moi, sur tout le mur du fond, s'élève une cheminée exceptionnelle. Sa beauté architecturale est bouleversante quand on sait qu'elle a plus de 3 siècles. Son décor, si précis, est étonnant quand on sait qu'elle cache encore tant de mystères. Et je l'aime d'autant plus qu'elle appartient à l'histoire de notre famille et qu'elle vient du château du Cazaux. Quand je pense que pierre après pierre, elle a été démontée avec tant de soin, quand je pense que pierre après pierre, elle a voyagé dans une charrette à bœufs, résistante aux ornières des routes sur les 40 kilomètres qui séparent le Cazaux du Boissy-Sandeau. Quand je pense
que pierre après pierre, elle a été remontée, ici, pour retrouver sa vocation originelle. Quand je pense que pierre après pierre, elle a été restaurée, pour que chaque détail de ces sculptures retrouve sa précision d'autrefois. Quelle émotion! Immédiatement, je suis transportée 10 ans en arrière, alors que j'avais à peine 5 ans et que je partais avec mon grand-père, Henri Bourbon, pour une journée jouer dans les ruines du château du Cazaux. Je revois son émotion devant cette silhouette calcinée, ces murs témoignant de la fureur révolutionnaire. Je le revois me montrer du doigt le grand B de son initiale, trônant là-haut sur le Châtelet, preuve de la volonté de reconstruction d'Alexandre Bourbon, son propre grand-père. Je la revois, cette cheminée, comme suspendue dans les airs sur un pan de mur attenant au Châtelet, rappelant la magnificence d'une époque révolue et les origines si lointaines de l'histoire du Cazaux. Alors, mon père m'a attiré tout contre lui et nous nous sommes assis pour contempler ensemble le décor de la cheminée. Les mains tendues vers les sculptures, il se mit à m'en expliquer chaque détail. Regarde, ma chérie, comme le sculpteur a été astucieux dans sa composition. La vue d'ensemble est celle d'un château, avec ses tours ornées d'un toit pointu, ses fenêtres à meneaux et ses balcons. On sent qu'il s'est amusé à alterner sur les 3 niveaux d'architecture des scénettes isolées avec des personnages et des décors plus symboliques. Tu vois en haut, sous les toits ornés de fleurs de lys, chaque fenêtre dévoile un duo de personnages. Un jeune couple d'abord, puis une maman et son fils qui fait pipi du haut des remparts. Ensuite, une femme qui nourrit son chien. Enfin, un couple de musiciens. Entre eux, sur les tours, s'alternent des petits décors caractéristiques de la période de la Renaissance. Un corps de femme nue, des jeunes singes ou des vases débordant de fleurs qu'on appelait à l'époque des trophées. Si tu te concentres sur la partie du milieu, tu verras que les personnages prennent plus d'ampleur et de relief. Ce sont plutôt des corps d'armes, des arbalétriers sur la gauche, puis des archers, l'arc sur l'épaule et pour l'un, les flèches à la main. Les 2 suivants tiennent une hallebarde sur l'épaule, tandis que les 2 derniers semblent s'entraîner avec leurs dagues. Au niveau inférieur, tout devient symbolique. En alliant les fleurs et les visages, le sculpteur a certainement voulu représenter les 4 âges de la vie. La coquille Saint-Jacques et la fleur de printemps symbolisent l'enfance. S'ensuit la jeunesse avec un visage presque adolescent et une fleur de l'été. Puis l'âge mûr, l'automne de la vie. Regarde bien son air sérieux. Il a déjà des rides sur son visage. Enfin, c'est l'hiver, la vieillesse. Déjà l'annonce de la mort avec un visage qui se confond presque avec un crâne. Tout est soigné, minutieux,
drôle parfois. Détails anciens, détails rajoutés. Je crois presque y lire, entre les fleurs de lys, un cœur de nos Vendéens. À moins que ce ne soit des hermines. J'ai passé ainsi plusieurs heures, assise, devant un foyer où rougissaient les éclairs chaleureux d'une flambée bienvenue, ne pouvant plus détacher les yeux de ce morceau de sculpture et d'architecture. Ma mère a fini par me tirer de ma contemplation pour m'envoyer dormir. Les yeux pleins d'images, je me suis laissée glisser dans un sommeil profond où dansaient devant moi les scènes de la cheminée. L'aboiement sec du chien m'a fait sursauter. D'un seul coup, la sculpture a semblé prendre vie et s'ébrouer sous la main caressante de sa maîtresse. « Viens là, mon chien, au pied. Reste là. Ton maître ne va pas tarder à rentrer. Oui, tu es impatient de le voir revenir, notre Guillaume du Cazaux. Moi aussi. J'ai grand hâte de le retrouver, mon cher Seigneur. Il est parti sous les ordres de Yolande d'Aragon, la belle-mère de notre pauvre roi Charles. Il est parti combattre les Anglais qui infestent notre pays. Ah, la Providence nous enverra-t-elle un jour quelqu'un pour les bouter hors de France et terminer cette guerre qui va bientôt durer 100 ans? Notre roi pourra-t-il être sacré à Reims et prendre la place qui lui revient en tant que Charles VII? Grâce à Dieu, en cette année 1423, dans notre fief du Cazaux, nous n'avons rien à craindre. Les douves en assurent la sécurité. Son châtelet est protégé par le pont-levis. L'architecture permet de surveiller de loin les alentours grâce aux petites meurtrières qui donnent de la visibilité sans trop ouvrir la façade. Les 4 tours du château complètent ce système défensif. Elles protègent toute l'enceinte, la basse-cour et les métayers quand ils en ont besoin. Mais oui, tu as raison. Le voilà, il arrive. Cours, mon chien, descends l'escalier, cours à la rencontre de Guillaume. L'image s'est brouillée un instant devant mes yeux ensommeillés qui n'ont pas réussi à apercevoir Guillaume du Cazaux, l'ancêtre le plus lointain que l'on connaisse. Mais avant même que j'aie le temps de le regretter, une voix d'homme m'a fait sursauter. Les yeux écarquillés, je vois le jeune couple, dominant la cheminée, en haut, à gauche, qui semble soudain prendre vie. « Ah, ma douce amie, c'est donc ici que tu voulais m'emmener? À la fenêtre de la grande salle de ton castel ?» Oui, mon cher Louis. Je voulais que tu mesures ce que tu vas recevoir en guise de dot en m'épousant demain, moi, Marguerite du Cazaux. Je voulais que dans un regard, tu embrasses mon cher château. Il est devenu si beau ces dernières décennies. Comme notre pays s'est embelli pendant ce XVIe siècle. Nous avons été épargnés par la guerre et le château est devenu confortable, soigné, magnifique. Si tu savais comme mon père est fier de la cheminée qui trône dans la grande salle. Il peut l'être, ma chère Marguerite. J'ai rencontré beaucoup de seigneurs de la contrée et aucun ne possède une salle d'un tel apparat. Cette cheminée sculptée est vraiment exceptionnelle et elle restera toujours l'image de cette famille. Je suis sûr qu'elle saura survivre aux épreuves des siècles.
Des bruits de lances et de piques se sont soudain fait entendre. D'un seul coup, tous les soldats représentés sur la cheminée ont paru s'animer. Ils sont nombreux, ils se rassemblent, ils partent en guerre. Et moi, Hubert, natif du Mai, je m'en vais les rejoindre. Je suis le premier valet du seigneur du Cazaux. J'ai pris dans la salle d'armes du château une hallebarde et je suis parti. Je suis de la terre des Mauges et j'ai au cœur 2 amours, notre Dieu, notre roi. Face à la tourmente révolutionnaire, nous, les Vendéens, nous avons décidé de prendre les armes pour sauver la France, sa foi et son trône. Notre bon seigneur du Cazaux, Gabriel Louis de Villeneuve, nous a lui-même montré l'exemple en rejoignant l'armée catholique et royale. En partant, il a laissé au Cazaux ce qu'il avait de plus cher, ses 2 petites filles, Gabrielle et Hortense d'Hillerin. Ah, qu'il était heureux pourtant, notre bon seigneur, en voyant arriver les enfants de sa chère fille, Marie-Charlotte, morte si jeune. Son mariage avec Louis d'Hillerin, en 1773, avait réuni dans la même famille les 2 châteaux du Cazaux et du Bois-Tissandeau. Hélas, ce fameux Louis d'Hillerin, Dieu le protège, a déjà émigré en terre anglaise avec son fils Basile, laissant au Bois-Tissandeau ses 2 fillettes, sous la protection dérisoire de leur grand-mère Agathe et de leurs 2 tantes. Mais Agathe, à juste titre, n'avait pas confiance. C'est elle qui a envoyé ses 2 petites filles, accompagnées par leur fidèle jardinier, Pierre Ringard, se réfugier au Cazaux. Agathe, elle, est restée au Bois-Tissandeau, trop âgée et trop faible pour se déplacer. Sous les ordres de Delbé et Bonchamp, nous sommes partis, suivant leur panache et leur drapeau blanc. Jusqu'à ce matin, nous tenions Cholet, mais nous avions compris que pour la première fois, devant l'armée républicaine, nous allions devoir, nous, des paysans, nous conduire comme des soldats. Malgré le courage inouï de nos troupes vendéennes, que tous les généraux bleus salueront un jour, les républicains nous ont acculés à la défaite. En ce 17 octobre 1793, nous avons été vaincus à Cholet. C'est la retraite vers la Loire. Je n'ai aucun doute sur le sort de nos armées. Les Bleus s'apprêtent à nous poursuivre, et mon sang ne fait qu'un tour en pensant à nos jeunes maîtresses, demeurées seules, sans protection, dans leur Cazaux déserté de ses maîtres. Délaissant nos bandes armées, je fais un détour par le Mai-sur-Èvre, et je cours jusqu'au château. Mesdames, mesdames, il faut vous sauver! Mais non, mon brave Hubert, qui pourrait mieux nous défendre que notre cher Cazaux? Nous sommes en sécurité ici. Notre grand-père nous l'avait assuré. Hélas, je n'en crois rien. Les Bleus arrivent. Nous avons été vaincus. Je ne sais que trop bien le sort qu'ils réserveront à 2 jolies demoiselles comme vous. Grand Dieu! Que faut-il faire, Hubert? Mesdames, au nom de ce que vous avez de plus sacré, au nom de l'amitié qui liait votre grand-père au mien dans leur enfance au château, n'hésitez plus, partez, cherchez, allez à la rencontre de notre bon Seigneur. Peut-être le trouverez-vous et pourrez-vous échapper à la fureur des révolutionnaires. Mais le château, Hubert, qui défendra le château? Qui nous dira quand nous pourrons revenir? Moi, mademoiselle, moi, je resterai. Je sais que votre bon Pierre, le jardinier, ne vous abandonnera pas. Je lui confie, une fois de plus, vos précieuses vies. Il en prendra soin. Et moi, je veillerai, autant que je le pourrai, sur les murs de votre enfance. Grâce au ciel, elles ont accepté, mes demoiselles du Cazaux. Elles sont parties, vite, peu chargées, laissant derrière elles toute leur vie. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et moi, je suis resté des semaines en embuscade, cherchant à connaître les desseins des Bleus. Un jour de janvier,
Ou était-ce Mars, ou plus tard, j'ai perdu la notion du temps. Je n'ai pu empêcher le désastre. Je n'étais qu'à 100 de mètres du château, quand je l'ai entendu, le bruit bien connu de ces colonnes de mort, comme des roulements de pas dans les champs engourdis par le froid de l'hiver. Je vis une fumée noire s'élever en nuages au-dessus du mets, des flammes rougeoyer au loin, des craquements sinistres de poutres et des éboulements de pierres résonner dans la campagne. Je regardais, immobile, les yeux pleins de larmes, partir en fumée ce qui avait été un château si plein de vie. Je pensais à mes jeunes maîtresses qui ignoraient le sort de leur demeure familiale. Elles ne savaient pas non plus, les pauvres, que ces mêmes brutes avaient massacré au bois Tissando leur grand-mère Agathe et leurs 2 tantes. Je suis resté ainsi plusieurs heures, sans rien pouvoir faire, quand soudain, une pluie diluvienne s'abattit sur la campagne. 10 minutes de ce déluge suffirent à éteindre l'incendie. Un silence de mort régnait alors, et, dans le brouillard mêlé de fumée, j'aperçus soudain, au milieu des murs effondrés, la silhouette bien connue de la grande cheminée du château. Elle avait résisté à la violence du feu. Elle se dressait, seule, immense, sur le mur encore tremblant de ce qui restait de la grande salle. Suivant des yeux les dernières volutes de fumée qui montaient vers le ciel, vers la lumière, je me pris soudain à espérer et à croire qu'un jour, la paix reviendrait. La silhouette bien connue de mon cher Cazot en ruine me revint à l'esprit, alors que je m'éveillais de cette nuit prodigieuse, véritable fresque de mon histoire. Pensive, je me remémorais les derniers mots d'Hubert, alors que, les yeux encore pleins de rêves, je descendais dans la grande salle, contempler, une fois encore, les détails de ma cheminée. 100 ans. Elle avait passé 100 ans en extérieur, à affronter vandalisme et intempéries. Mon attention s'arrêta sur le niveau inférieur. Je pensais aux sculpteurs qui, 300 ou 350 ans auparavant, avait gravé dans ces pierres les symboles de l'inexorable passage du temps. Imaginait-il alors que sa cheminée serait spectatrice de tant d'événements, de tant d'histoires? Savait-il, en taillant ces symboles, synonymes de connaissance, de savoir, d'immensité du temps et de l'espace, que 500 ans après, on s'interrogerait encore sur ce qu'il avait voulu dire? Un instant, je me suis sentie émue. Peut-être que les enfants des enfants de mes enfants se pencheraient-ils un jour sur cette histoire? Car n'est-ce pas le plus beau cadeau qu'offrent ces ruines du Cazot et ces pierres de la cheminée? Un attachement, un lien impalpable reliant les générations de la même famille à une seule histoire. Henriette Lebeau de la Morinière mourut en 1962. Restée célibataire, elle avait consacré sa vie à prendre soin de son frère Georges, lourdement handicapé.
Avec sa mère, elle légua le château du Bois-Tissando aux frères de Saint-Gabriel, avec la clause morale de lui conserver, en cas de cession, une vocation humanitaire. Elle légua le château du Cazaux à sa nièce, Chantal de Sauce, mère de l'actuel propriétaire.